Bonjour Charlotte Casiraghi. Bonjour. Alors, je vais dire, vous êtes championne d'équitation, vous êtes présidente des rencontres philosophiques de Monaco, vous êtes une écrivaine qui publie son premier livre en solo et vous êtes aussi, il faut le dire, la fille de la princesse de Monaco. On est ravis de vous avoir sur ce plateau, Charlotte Casiraghi. C'est une retrouvaille parce que ce livre-là est un livre pas comme les autres au fond, La Fêlure. On ne vous attend pas sur ce terrain-là, chez Julliard. C'est un livre incroyable. Une promenade à la fois philosophique, littéraire, personnelle, à travers, au fond, l'âme humaine. Est-ce que parfois elle peut nous cacher? Et vous avez envie d'aller chercher ce qui se cache? Oui, c'est vrai que cette thématique, enfin en tout cas ce mot de fêlure est à la fois ce qu'on cache et ce qui affleure en surface, ces zones sensibles en nous qu'on a parfois du mal à voir et qui se révèlent parfois à notre insu. Et j'ai voulu explorer cela à travers des portraits d'écrivains, mais aussi d'écrivaines, de poétesses. Et il y a aussi un navigateur et un chanteur. Oui, il y a beaucoup de choses. Navigateur, chanteur, on va entendre tout à l'heure le chanteur. Je vais citer quand même les tout premiers mots de ce livre, Charlotte Casiraghi. Vous dites « On m'a souvent réduite à une image sur papier glacé, à une vie de rêve et de privilèges. Elle se résumerait à quelques clichés pris à des balles ou des défilés de mode. Ces privilèges existent, ils sont ma chance et je n'en retire aucune fierté puisque j'en bénéficie sans qu'ils soient le fruit d'aucun mérite. Mais tout ce qui peut avoir de l'importance à mes yeux, mes convictions, ma personnalité, n'est presque jamais révélé par cette image qui me colle à la peau. Vous n'êtes pas celle qu'on croyait. Je crois qu'on est tous un petit peu prisonniers d'une image, ou en tout cas les gens nous perçoivent en société pas exactement de la même manière que l'on peut être dans l'intimité. Donc c'est pas quelque chose qui m'est propre uniquement, mais c'est vrai que voilà, ce décalage, parfois j'ai pu le ressentir comme étant trop important et d'être... voilà, quelque part résumé à un aspect de ma vie et de devant justifier pourquoi je m'intéresse à la philosophie, à la littérature, que j'y consacre énormément de temps depuis très longtemps et que voilà, ça ne transparaît pas forcément. Donc au moment de sortir un livre, parfois on peut avoir l'impression que tout à coup les gens sont surpris alors que ceux qui me connaissent savent que je porte ça en moi depuis longtemps. Oui, vous dites, vient toujours cette curiosité de percer la surface, de savoir ce qui se cache sous des images lisses, de montrer qu'il existe de la tragédie et du désordre derrière le vernis. C'est important de le dire ouvertement. Et au fond, quelque part, il y a une forme de courage. Je ne sais pas si c'est du courage, ou en tout cas, du moins d'accepter que la fragilité, en tout cas, c'est le propre de chacun d'entre nous, qu'il n'y a pas de différence, de personnes voilà, qui seraient épargnées par cette fragilité, puisqu'on est tous amenés à être confrontés à un moment donné dans la vie à nos fêlures, même si pour certains elles peuvent être plus profondes et devenir des abîmes. Et vous dites, au fond, tout ça n'était pas pour me plaindre, mais au fond, être toujours ramené à vos origines, comme une forme de physique assignée à un territoire, dites-vous, sans qu'aucune tentative de me définir autrement soit prise au sérieux. Oui, alors j'ai eu l'impression parfois qu'on ne prenait pas tout à fait au sérieux mon engagement pour la philosophie, beaucoup de projets qui me tenaient profondément à cœur, j'avais plus de mal à les faire exister, ou en tout cas c'était toujours perçu comme avec étonnement, ou on ne s'imaginait pas que cela pouvait avoir autant d'importance pour toi, ou des gens qui pensent que voilà, je passe mon temps peut-être à bronzer au bord d'une piscine, et que c'est pas forcément... on a notre identité sociale au départ, nos origines, notre... voilà, quelque chose avec lequel on vient au monde, et puis ensuite il y a tout un tas
circonstances et de rencontres qui font qu'on peut aussi façonner son existence en dehors des cadres bien définis dans lesquels on nous a mis, et que je crois que l'écriture, c'est un geste toujours un peu de trahison, c'est-à-dire que, enfin en tout cas dans mon cas, écrire, c'est pas pour répondre à une injonction, ou c'est pour me libérer aussi, pour explorer d'autres territoires, pour être quelque part transporté ailleurs, en dehors de sa propre existence. Je crois que c'est la grande force de la littérature que de nous donner d'autres vies que la nôtre à explorer. Oui. Donc si on est trop prisonnier voilà, du point de départ depuis où on part, ben c'est difficile de partir dans cette exploration. Oui, on va parler de ces écrivains, de ces auteurs que vous prenez par la main d'une certaine façon et avec lesquels vous entraînez le lecteur. Vous parlez d'être emprisonné. Il y a un chapitre qui s'appelle « Devant la prison ». Et je trouvais que c'était très fort ce que vous écrivez, Charlotte Casiraghi. Vous dites « Je me sentais toujours dans un coin du paysage, je restais seule, silencieuse. Sur les photos, à 11 ans, j'avais une triste mine. J'étais trop préoccupée, sérieuse, j'avais le regard ailleurs. La perte brutale d'un parent et la peur de perdre celui qui me restait suffisait à entraîner mon imagination et m'éloigner des autres. J'imaginais toutes sortes de situations d'extrême vulnérabilité et de tragédie en cascade pour tester ma capacité à survivre. Et parfois, je jouais avec l'idée de la prison. Est-ce que cela ferait d'être au contact physique avec mes proches? Et d'une certaine façon, vous dites que le stylo, l'écriture, va vous sauver. Alors, oui et non, parce que je crois qu'il n'y a pas de formule, enfin en tout cas de solution magique. Je crois qu'à certains moments, l'écriture a été d'un grand secours, m'a permis de retrouver un sentiment de liberté, même dans des moments douloureux, dans des moments d'impuissance, de colère, le fait de pouvoir avoir cet espace pour essayer de mettre des mots dessus, bien sûr que ça m'a beaucoup aidée. Après, il y a des moments aussi où l'écriture, la lecture ne peut pas toujours apaiser. Je crois qu'il y a vraiment... voilà, ça dépend du moment. Mais je crois que ça a été aussi la découverte que ces fragilités ou ce qu'on pouvait ressentir comme difficile à vivre, et en l'occurrence, oui, la perte d'un parent jeune, c'est toujours très douloureux pour un enfant, que je pouvais trouver un espace où cette peine, cette inquiétude n'était pas honteuse, ne me séparait pas des autres enfants, parce que voilà, peut-être j'avais des inquiétudes qui étaient plus fortes du fait de cet événement-là. Donc oui. Voilà, il fallait aussi trouver un espace à soi, et l'écriture et les livres étaient là pour moi. Mais c'est vrai, vous le dites, que vous écriviez des lettres à votre papa. Oui, alors après, c'est pas que, j'écrivais aussi d'autres choses, mais c'était pour montrer aussi que l'écriture, en tout cas, elle vient toujours en rapport avec... Enfin, c'est une manière de rendre présent quelque chose d'absent. Quand on écrit, on peut rendre présent quelque chose qui n'est plus là. Et donc, par des lettres ou par... voilà, il y a une adresse à un autre. Et c'est toujours fascinant de voir comment un texte écrit il y a plus de 3 siècles, par exemple, on a l'impression que l'auteur est là et nous parle dans le présent. Et donc, il y a quelque part ce sentiment qu'on peut dépasser les frontières par l'écriture. Et donc, en découvrant ce pouvoir un petit peu de l'écrit, je me disais, voilà, si j'écris les choses, elles ne partiront pas, je peux les garder. Oui, c'est vrai, la fêlure. Vous dites, en chacun de nous, une fêlure passe qui menace l'ensemble. C'est à la fois notre chance et le péril. C'est les deux. Oui. Et cette fêlure, elle est là. Oui, elle est toujours là. Enfin, c'est ne serait-ce que
en venant au monde, on est séparé d'un être, on passe d'un milieu liquide à un monde tout à coup où on découvre le froid, la faim, la soif, où quelque part il y a cette complétude, elle est brisée dès le départ. Il faut progressivement apprendre à tenir dans un monde qui risque, au moindre coup de vent, de nous blesser. Donc il ne faut pas oublier la fragilité première avec laquelle nous venons au monde sans un autre qui, par le langage, par les gestes, par l'attention, nous permet de tenir. Et donc, c'est, je crois, constitutif de notre condition humaine. Après, on est plus ou moins bien équipé, on vit des chocs plus ou moins importants. Il y a un mystère aussi dans la manière dont nous pouvons réagir aux événements. Qu'est-ce qui peut en fragiliser certains et pas d'autres? On peut le voir dans une même famille où des gens vivent les mêmes événements et puis chacun ne s'y rapporte pas de la même manière. Donc c'est toujours très singulier et énigmatique ce qui va me... Comment je serai fragile. Voilà. Oui. Alors c'est vrai, je le disais, vous prenez par la main des grands auteurs, Scott Fitzgerald, qui vraiment vous passionne, fascine, Deleuze, Marguerite Duras, Pascal. Oui. Et donc de tous, c'est comme une promenade au fond, et vous nous entraînez avec vous à la fois à la recherche des écrits, des mots, et de ce qu'ont été ces personnages dans leur propre vie avec justement ces fêlures. Oui. Alors, ce que j'ai voulu pour chaque chapitre, c'est un petit peu, au-delà de faire un portrait de l'auteur en question, où chaque chapitre ouvre un peu un monde, une atmosphère. J'ai essayé de varier l'écriture aussi au cours du livre et que ça ne soit pas... quelque chose de trop linéaire, puisque la fêlure, il y a cette irrégularité, il y a cette trace qui peut être plus ou moins accidentée, et en fonction des auteurs, j'ai varié un petit peu la manière d'écrire. Oui, il y a Colette, oui. Il y a même un navigateur, vous le disiez. Donc c'est des rencontres étonnantes. Oui, puis certains choix peuvent être en rapport aussi avec des proches, ou en l'occurrence Bernard Moitessier, qui était un immense navigateur. C'est mon frère Pierre, qui est aussi navigateur, qui me l'a fait découvrir. Et peut-être qu'à travers lui, j'ai exploré quelque chose qui circule aussi dans ma famille, puisqu'il y a eu plusieurs navigateurs, et que cette quête aussi par la mer vient aussi s'inscrire parfois sur une fêlure, ou en tout cas il y a une recherche du dépassement de soi, quelque part de toucher la limite aussi, et qui n'est pas innocente. C'est quand même on dit d'ailleurs, quand les navigateurs en solitaire partent, on se dit il faut être sacrément fêlé pour entreprendre un tour du monde en solitaire. Donc ça m'a interrogée. Je me suis dit qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à de tels dangers. Voilà. C'est passionnant. Et aussi un intérêt pour aussi parfois l'autodestruction, par l'alcool, peut-être quelqu'un qui se met à mort d'une certaine façon aussi. Il y en a, où ces visages ravagés, on pense à Marguerite Duras, dont vous dites qu'elle avait à 15 ans déjà les stigmates sur ce visage de ce qu'elle allait autodétruire sur elle-même, au fond de l'âme qu'elle représentait sur son propre corps. Cette idée-là vous fascine, Charlotte Casiraghi? C'est pas qu'elle me fascine, c'est que je crois que la part de destructivité, elle est pareille en chacun de nous, plus ou moins marquée. Mais il faut
pas faire comme si ça n'existait pas. Je pense que chacun d'entre nous connaît quelqu'un qui a eu un problème avec une substance ou c'est quelque chose d'omniprésent parce que justement vivre avec ses fragilités, c'est pas facile. Qu'en société, c'est toujours de mettre à nu les endroits où on est mal à l'aise. Donc ça peut, et Fitzgerald le montre très bien, c'était que au départ, ça peut commencer de manière très festive, où on ne voit pas forcément le danger. Et Fitzgerald nous montre comment il se laisse entraîner dans cette autodestruction, que ça lui échappe complètement. Et c'est quand il s'effondre complètement qu'il se rend compte de cette fêlure qui était là depuis si longtemps et qu'il n'a pas voulu voir. Et qui, étrangement, dans ses romans, il en parle. Il y a beaucoup de personnages qui lui ressemblent et qui sont dans cette fuite en avant. Mais la lucidité vis-à-vis de soi-même, elle est toujours plus difficile. Oui. Est-ce qu'au fond, les fêlures sont quelque chose d'attirant, quelque chose de mystérieux, quelque chose dont on veut essayer de percer la réalité et qui parfois aussi contribue à faire de très grands artistes, des Van Gogh, d'autres? Alors, il faut faire attention il ne faut pas tomber dans la fascination non plus de la fêlure, on peut s'y engouffrer. Il ne s'agit pas de célébrer l'autodestruction ou les gens abîmés. Je crois qu'il faut faire attention de ne pas y plonger trop. Ce qui m'a intéressée dans le livre, c'est vraiment comment on fait avec. Comment la fêlure, c'est à un moment quelque chose qui nous fait sortir du cadre, qui fendille quelque chose qui tombe dans une case, par exemple, ou qui nous détermine. Et puis, voilà, il y a ces petites fissures qui nous déplacent un petit peu. Et pour s'en sortir, il faut inventer quelque chose. Et par exemple, il y a des gens, sans être dans une quête artistique, par l'humour, par exemple, ça va être une stratégie par rapport à la fêlure, c'est-à-dire de jouer aussi avec ses fragilités, et ça va les rendre inventifs, créatifs, drôles, comme il y a 1000 façons de ruser aussi, et qu'il faut trouver une manière de se déplacer, de continuer à avancer sans s'engouffrer dans les profondeurs. Oui. Et des pages magnifiques sur la maternité. Alors vous décrivez un moment, vous ouvrez un placard et vous découvrez, je crois, un pantalon du temps où vous étiez enceinte. Et ça éveille quelque chose de très fort en vous. Oui, c'est un petit fragment, c'est pas vraiment une confession, c'est qu'à un moment, quand un objet ou un vêtement peut nous rappeler un moment du passé où on peut se dire, tiens, comment j'ai vécu ce moment-là. Et c'est vrai que l'inquiétude des mères, c'est un sujet qui est souvent pas forcément simple à aborder parce qu'on peut, on idéalise toujours la grossesse ou l'accouchement ou la naissance comme un moment de plénitude. Mais ça peut être un moment de plénitude qui est en même temps traversé par des inquiétudes folles et qui ne veut pas dire qu'on déraille non plus. C'est que c'est un bouleversement physique, psychique qui peut justement nous mettre en contact. Vraiment, alors la grossesse, par exemple, et la naissance d'un enfant, c'est souvent un moment où tout ce qui peut nous constituer, qui a pu nous fragiliser, peut ressurgir à ce moment-là, sans qu'on s'y attende. Et que donc c'est un moment où les fêlures, justement, se ressortent un petit peu. Oui. Même dans le bonheur d'être mère, hein, mais où on peut être en prise avec cela. Je vous cite, Charlotte Caseri, vous dites « J'ai acquis la certitude depuis l'enfance que l'image qu'on polit est cette victime où chacun croit reconnaître quelque chose d'évident sans jamais savoir ce qui se trame là-dessous. Chacun doit ressembler à quelqu'un sans avoir le droit d'être soi-même. Il arrive parfois que ce qu'on gagne en visibilité, en succès, on le perde en existence. » Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans
voilà, un moment aussi où l'exposition, la visibilité, le fait de se mettre en scène, de se montrer est beaucoup plus forte par les réseaux sociaux. Donc on a ce qui aujourd'hui concernait peut-être peu de personnes qui étaient très exposées. Aujourd'hui, elle concerne beaucoup plus de personnes du fait qu'on s'expose très facilement et que cette exposition, elle peut réduire aussi la complexité ou l'ambivalence de quelqu'un parce que quand on doit exposer, c'est par une image, il faut que ça soit rapide, il faut que ça accroche le regard, il faut que ça dise quelque chose tout de suite et que ça peut entraîner un lissage aussi, un formatage et qui fait qu'on ne peut pas forcément saisir ce qu'il peut y avoir en dessous. Et donc, cette course à la visibilité, elle n'est pas forcément un gain d'existence. Elle peut aussi nous retrancher quelque chose, nous simplifier parfois ou faire de nous des clichés. Ouais. Alors c'est vrai, vous dites, ce livre, ceux qui en cherchent des confessions ne seront pas forcément satisfaits, mais c'est vrai que ce que vous dites, Charlotte Gaziraghi, on voit les couvertures, les magazines, vous avez accompagné depuis votre enfance des photos comme ça, des unes de presse. C'était difficile à vivre, ça. C'était pas vous? Non, mais c'est juste un décalage où j'ai l'impression que c'est pas moi, cette personne. C'est ça qui est très étrange. Quand on n'a rien fait pour ça, moi, j'ai rien demandé. J'ai pas. Ensuite, après, il s'avère quand j'ai fait l'équitation que j'ai eu un sponsor, qu'ensuite, plus tard, j'ai pu travailler avec des marques de mode, mais pendant très, très, très longtemps, et toute mon enfance, mon adolescence, pendant très longtemps, j'avais rien demandé. C'était. Oui. Je ne voulais pas me construire du tout là-dedans. J'allais presque dire, vous ne demandez pas votre avis d'une certaine façon? façon? Non, pas du tout. Et donc, du coup, il y a un sentiment, alors je ne dis pas d'imposture, mais de se dire, mais pourquoi cette attention? Je ne comprends pas. Je n'ai pas fait grand-chose de ma vie. Donc, ça met un peu mal à l'aise aussi de se dire qu'on a tout à coup une visibilité et on a l'impression qu'on n'a pas fait grand-chose pour ça. Et donc... on peut avoir un sentiment parfois d'injustice ou d'absurdité par rapport à ça, quoi. De dire je ne mérite pas tout ça? Oui, puis en même temps, je trouve que ça, parfois, je pouvais ne pas comprendre pourquoi ça intéressait autant les gens, et en même temps, je le comprends aussi, mais c'est un décalage, un sentiment de me dire cette personne, c'est pas vraiment moi, ou enfin, en tout cas, ça l'est pas complètement. Mais en même temps, de vous dire, je ne suis pas né dans une famille comme les autres. Voilà. Et ça, vous l'avez compris très vite. Oui. Et je rejette pas du tout le fait, ça fait partie de mon histoire, de ma vie, de ma famille. Et puis, ça vient avec aussi beaucoup de chance, de privilèges. Donc, il y a aussi plein de belles choses. Mais j'ai appris aussi à me méfier un tout petit peu de ce qu'on peut susciter comme projection, comme à quel point ça peut être une pente facile aussi, et qu'il faut avoir bien conscience que ce qu'on nous donne au départ et ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour... que ces privilèges ou que le fait qu'on puisse être entendu soit quand même quelque chose de responsable, aussi, qui puisse se rendre quelque chose. Ça, je crois que c'est... Mais aussi dire que vous aviez le droit de vous protéger et que vous aviez le droit d'être ce que vous êtes. Oui, d'être ce qu'on choisit d'être et qu'on ne peut pas être sans cesse ramené tout le temps à sa naissance, pour quelle qu'en soit la raison. Parfois, ça peut être un peu fatigant de devoir tout le temps se justifier et en même temps, c'est pas non plus très grave. Mais c'était, il fallait que je l'évoque au début du livre parce que longtemps, ça m'a peut-être inhibée ou quelque part réfrénée dans le fait d'écrire
parce que je sentais voilà, ce poids aussi des préjugés, de ce qu'on pouvait attendre. Et puis, voilà, je ne me sentais pas forcément très libre au départ de prendre cette trajectoire. Oui, mais vous l'avez pris quand même. Oui. C'est une forme de courage, c'est de dire non, voilà, ce livre est là. Ce livre, il dit à tous ceux qui avaient cette image de vous, non. Mais c'est pas la raison d'être ça. du livre. C'était pas pour. En fait, la raison d'être du livre, c'est vraiment parce que j'avais besoin d'écrire, pas pour parler de moi au départ. Vraiment, c'est une envie de partager cette passion pour les livres et explorer cette thématique de la fêlure qui me hante depuis longtemps. Mais voilà, je me suis dit, il faut que j'en parle au début parce que ça va revenir tout le temps dans les interviews, on va me poser cette question. Et donc j'ai voulu au départ l'affronter, voilà. Mais c'était pas pour... voilà, le livre n'était pas là pour dire, voilà, je suis pas celle que vous croyez. Il fallait que je l'affronte quand même. Ouais. Oui. Vous savez quoi? On va entendre une musique que vous aimez, et vous en avez parlé. Et vous allez me dire pourquoi vous aimez cet artiste, cette voix. Écoutez. Soft summer breeze makes me think of my babe. I look down in the water. C'est Gigi Cale, Magnolia, et vous consacrez un chapitre à cette chanson, à cet artiste, ce qui est complètement inattendu et magnifique. Alors, Gigi Cale, c'est vraiment un de mes chanteurs préférés. Cette chanson, ça fait partie des chansons que je peux écouter en boucle sans jamais m'en lasser. Elle est d'une simplicité désarmante, à la fois quelque chose de déchirant et de doux, de nostalgique et de généreux. Voilà, J.J. Cale aussi, c'est un artiste qui a été une légende, qui a écrit parmi les plus belles chansons de l'histoire du rock et qui a voulu quelque part être un petit peu dans l'ombre, qui n'a pas voulu prendre la lumière, qui a cultivé cette discrétion et une espèce de coolitude, voilà, que je dis dans la fêlure, où il y avait cette manière particulière pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, cette discrétion. Et du coup, j'avais envie de parler de lui. Voilà, c'est un choix totalement subjectif. Parce que parfois la chanson nous met voilà, dans cet état de sensibilité, dans des moments justement où on peut être un petit peu mélancolique ou se sentir plus brisé en quittant un endroit. Et comment une chanson, à ce moment-là, c'est ce qui nous fait du bien. Oui, je vous entendais dire, J.J. Cale, il aimait être loin des lumières. Ouais. Au fond, vous aimez aussi, vous, Charlotte Casiraghi, être parfois comme ça, rentrer dans les livres, dans une bulle, une sorte de bulle, et de dire je vais dans cet univers, je vais me fabriquer cet univers, loin de tout ça. Oui, alors c'est pas évident quand on fait la promotion d'un livre, on n'est pas du tout dans une bulle, et que voilà, je pense qu'il y a des moments où c'est nécessaire de cultiver une certaine distance avec l'espace médiatique ou public, où il faut être capable de s'en retirer aussi pour voilà, ne pas être trop exposé tout le temps et préserver voilà, une certaine pas simplicité, mais de pouvoir aussi retrouver sa vie loin de tout ça. Et je pense que beaucoup d'artistes qui ont été très connus ont souffert aussi du succès, de l'exposition, que ça peut aussi avoir ses travers. Merci. Merci. Merci Charlotte Casiraghi. Ça s'appelle La Fêlure chez Julliard. C'est un livre magnifique,
Vraiment. Hein. Et c'est incroyable où vous nous emmenez et chacun va y trouver, comme ça, va rentrer dans les auteurs, vous, et puis Gigi Kell, tiens, qu'on va réentendre comme ça pour se quitter. Et tout ça fait que, voilà, on était vraiment ravis de vous avoir sur le plateau de TV5 Monde. Merci. Merci beaucoup, Charlotte Casiraghi. Merci. Soft summer breeze makes me think of my